Sur cette table, nous avons une partie de l'histoire de Fujifilm. C'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui. Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, je reçois l'équipe de Fujifilm France en la personne de Olivier Saint-Géry et Jules Azeli. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bon, on est ravis de vous recevoir sur le plateau de Love Light pour parler aujourd'hui de l'histoire de Fujifilm avec énormément de choses à dire puisqu'en fait vous n'êtes pas une marque anodine, hein, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça, oui. Ah. Alors moi ce que je voudrais d'abord revoir avec vous, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 1934, c'est l'année de création de Fujifilm. Avec au départ, non pas un métier dans le monde de la photographie, mais plutôt dans les laboratoires pharmaceutiques, enfin dans la chimie, dans la biologie et la chimie surtout. C'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ce que j'ai compris, moi, quand on a préparé cette émission ensemble, c'est que Fujifilm, au départ, fabriquait des optiques, quand ils ont décidé de fabriquer des optiques, mais pas pour la marque Fujifilm et leur appareil photo, puisqu'il n'y en avait pas, mais pour les autres constructeurs japonais de l'époque, dans les années 40 et quelques, c'est ça ? C'est ça, là, au départ, la marque Fujinon est la marque qui représente effectivement les objectifs. Et Fujifilm décidera plus tard, après la guerre, en fait, de fabriquer ces appareils pour porter ces objectifs. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a on a eu énormément de créations qui ont été faites quand on est arrivé dans l'ère de l'appareil photo. Je pense notamment aux alentours des années 80. Alors, il y a eu d'abord l'ère argentique, hein, avec les années 45 et quelques, où il y a eu 48. tout un tas de modèles, 48, où il y a eu tout un tas de modèles, dont un ou deux, peut-être que certains se rappellent ou ont été même possesseurs de ces modèles-là. Ouais, c'était encore du Fujica. Fujica, ouais. Voilà, avec XT. Qu'est-ce qu'on avait Des ST, des AX, on avait deux gammes d'appareils réflexes. Une gamme avec une monture M42 qui était très universelle et une baïonnette spécifique à Fuji qui permettait, elle, d'avoir fait évoluer des produits avec de l'électronique à l'intérieur, de l'exposition automatique. Donc c'est les années 70 qui permettent effectivement, grâce à cette baïonnette, de déposer des brevets, d'avoir des appareils plus automatiques, plus performants effectivement. Oui, par rapport à ce qui se faisait. Tout à fait. Alors, on arrive avec justement un modèle dans les années 80 qui s'appelait l'HDR. Il y avait effectivement une série d'appareils, il y en avait trois. Trois HD qui avaient des performances un petit peu différentes, qui étaient les mêmes bases de boîtier en optique, mais qui avaient des étanchéités un petit peu différentes et des résistances au choc un petit peu différentes. Donc c'est ce produit qu'on voit effectivement. Alors, prends-le dans les mains, on va le regarder. Ce produit-là qui avait un look effectivement un petit peu caractéristique. Oui. Je pense que beaucoup de gens se souviennent de ce produit des années 80. C'était hyper baroudeur, on pouvait aller n'importe où, il pouvait pleuvoir, enfin on pouvait faire ce qu'on voulait avec. Donc c'est un produit très très emblématique de ce qu'on a pu faire à l'époque. Un produit tout-terrain. Oui, complètement. tout à fait. D'accord. Alors après, et là je voudrais qu'on s'attarde quelques minutes parce que c'est quand même assez révolutionnaire, c'est qu'en fait Fujifilm a cru très très tôt aux capteurs numériques et notamment aux moyens de sauvegarde amovibles comme les cartes, avec un modèle qui est sorti qui s'appelait le DS1P. En Qui 80. n'est jamais sorti. Qui n'est jamais sorti, pardon, c'était un prototype. C'est ça. Hein, c'était un proto, mais par contre, on le voit à l'image sur la timeline. C'était quoi alors ? À l'époque, les appareils photo numériques, c'était plus des caméras vidéo qui faisaient de l'image fixe. Et il n'y avait pas de support. Le support, c'était une disquette ou un film, une bande vidéo, et ainsi de suite. Fuji va croire dans un support qui coûte très cher à l'époque, mais Fujifilm va croire que ce système va se développer, sera l'avenir. Et donc il crée cet appareil, le DS1P, qui a une résolution ridicule, qui a une carte mémoire effectivement qui est absolument ridicule, mais qui permet d'avoir un système beaucoup plus compatible avec les ordinateurs de l'époque. D'accord. Donc c'est une petite révolution et c'est ce qui va faire évoluer, même si les appareils qui vont se vendre en numérique derrière, je pense au Canon Ion RC250 ou 260, sont encore sur des petites disquettes, mais la génération juste après, ça va être l'avènement de la compacte flash, ça va être l'avènement de ce type de mémoire qui permettra d'avoir beaucoup plus de capacité et beaucoup plus de souplesse d'utilisation. Oui, là on est vraiment dans les balbutiements du numérique. C'est sûr qu'en termes de capteurs, ça ne devait pas aller très très loin, mais c'est normal. 250 000 pixels, Voilà, c'est énorme. c'était énorme. Quand on se rappelle du prix
des moyens de sauvegarde de l'époque, c'était déjà fantastique. On arrive dans les années 90-2000, et là on a deux, trois exemplaires, notamment on a un appareil assez intéressant, puisqu'en fait c'est un appareil Fujifilm, mais sur lequel nous mettons des objectifs Nikon, puisque c'est le S1. Prends-le dans les mains, peut-être Jules, tu nous montres un petit peu, tu nous en parles? Alors vous parlez du S1, bah, j'étais pas né moi, donc à ce moment-là c'était pas évident. Merci Jules. C'est des boîtiers dont je me suis pas beaucoup servi. Mais effectivement, en fait, on reprend le savoir-faire qu'on a sur l'optique. Et en fait, on dit, bah, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des boîtiers. On a envie de se lancer sur le boîtier numérique. On n'a pas de gamme optique disponible à ce moment-là, donc en fait, on va proposer à Nikon ce partenariat, qui est de monter un boîtier Fuji, enfin un capteur Fuji, avec un parc optique Nikon, pour quand même pouvoir s'adresser à une grande part de photographes. Oui, avec une particularité, c'est que le capteur Fujifilm a des couleurs incroyables. Alors ouais, c'est le moment où on commence à faire de la color science. On sert de notre héritage argentique, toute la chimie qu'on a pu faire pour avoir un résultat en numérique qui est plus proche, avec ce rendu un petit peu plus organique, qui est encore propre à Fuji en 2024. Oui. Donc c'est à ce moment-là où on pense vraiment sur le développement de tout ça. Ouais. D'accord. Également, Fujifilm n'est pas en reste sur les compacts, à peu près à la même période, puisqu'on a devant nous ce fameux petit Z5 qui est en fait un appareil compact. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, cet appareil, on le sait? Fuji à l'époque a l'art de faire le grand écart, puisqu'on est capable de sortir un S1 qui est un produit qui va séduire les professionnels, mais on est capable de faire des petits produits comme le Z5 qui vont avoir des capteurs 4, 5, 6 millions de pixels qui seront ultra faciles à utiliser, vraiment destinés au plus grand public, qui sont beaux. Enfin, moi, je trouve que le numérique a permis de faire des appareils esthétiquement plutôt très beaux, de jouer sur les couleurs. Fujifilm avait à l'époque des appareils, enfin des déclinaisons dans toutes les couleurs de ce type d'appareil, du rose, du vert, des choses comme ça. Et on avait une gamme en plus intermédiaire encore au-dessus de ça. On avait tout ce qui s'appelle les bridges, donc des appareils qui, à l'opposé de ça, proposaient des zooms de très 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 grande amplitude, mais qui étaient effectivement un petit peu plus gros que ça. Mais c'était le numérique, là, quand on est au début des années 2000, qui remplace clairement l'argentique. On est sur à partir du moment où on a dépassé les 2,5 millions ou 3 millions de pixels, on était vraiment capable de sortir un tirage en 10-15 ou en 13-18 qui soit de très très bonne qualité. Oui. Donc c'est un vrai basculement dans l'histoire de la photo en fait. Alors un très gros basculement aussi dans l'histoire de la photo, forcément, c'est quand on arrive en 2011 avec ce fameux X100 que vous nous avez amené, il est je ne sais plus où. Il est là. Voilà. Donc ça c'est le premier modèle, hein, c'est la version X100 tout court. Petite révolution, on est sur tout ce qui fait aujourd'hui le X100, c'est-à-dire un appareil à la fois compact et avec une optique qui n'est pas interchangeable. De 23 mm. Équivalent 35. Ouais. Équivalent 35. Ça, on est sur de la PSC. Puisqu'on est sur de la PSC. Exactement. Alors, ça m'amène justement sur un point très important, qui est ce fameux virage numérique, c'est-à-dire que vous, Fujifilm, vous avez décidé de ne pas aller sur le full frame, vous n'êtes pas sur le plein format, vous êtes sur l'APS-C et sur le moyen format. Ouais. Stratégie, j'imagine, pour éviter de rentrer dans une guéguerre. Ah oui, on arrive en 2011, le marché du plein format est déjà saturé. Que ce soit, et en fait, surtout la concurrence le fait très bien. On n'a aucune raison de proposer une nouvelle gamme qui va être en fait un redit de ce qui est déjà fait ailleurs. Donc on se dit, on va essayer de faire des appareils qui sont plus légers, plus compacts, en tendant vers les performances que propose le plein format en haut de gamme. Mmh. Ce qu'on a finalement réussi à faire assez rapidement, en fait, c'est tout l'intérêt. En 2011, le X100 utilise encore un capteur classique, et ensuite on va amener une autre révolution qui va nous permettre en fait d'atteindre les sensibilités qui étaient proposées par le plein format. Alors on n'en a pas parlé parce qu'il y a aussi une révolution qui a été sur un marché dominant pendant de nombreuses années chez Fujifilm, c'est le marché de la pellicule photo. Vous avez pendant de très très nombreuses années été un fabricant de pellicules, et vous avez souhaité récupérer l'héritage justement de ces pellicules en amenant de la simulation
qui fait votre marque de fabrique aujourd'hui de tous les appareils APS-C et même moyen également, format. hein. Et même moyen format. Quand le X100 est sorti, vous avez déjà proposé cette option. Donc là, on est en 2011, c'était quand même très très bien vu, puisque un des succès du X100, c'est aussi cette capacité de pouvoir appliquer, j'allais dire des luttes, mais pouvoir... C'est quasiment le même principe. C'est le même principe, vous pouvez appliquer des looks Fuji sur ces appareils-là. On a... Qu'est-ce qu'on avait d'autre quand le X100 est arrivé en termes de petites révolutions? Le double viseur, le double viseur, qui est l'unique appareil dans le monde à ce moment-là à proposer un viseur optique et numérique. Donc viseur optique type rangefinder, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur une série M par exemple, et sa dalle numérique qui inaugure en fait le monde de l'hybride chez Fujifilm. Oui, ça aussi c'est une belle révolution. Et puis ce look très vintage. Intemporel. Mais intemporel, effectivement, qui permet de traverser le temps pour arriver aujourd'hui à une version 6 qui fait son buzz. Qui fait ses émules. Et ben voilà, on a, pour ceux qui sont intéressés par cet appareil, on a une capsule dédiée où je te retrouve, Jules, où on parle justement de ce X100 6e génération. On continue avec une autre invention en 2012, juste après le 2011, le X Pro 1. Ouais. Fort du succès du X100, la demande très rapidement fait un appareil avec un objectif interchangeable. Le X100 il satisfait énormément de monde, mais forcément, pour être un petit peu plus large, toucher encore un petit peu plus de monde, Fujifilm va proposer un appareil qui est le X Pro 1, qui reprend en gros les codes du X100. On retrouve ce viseur hybride à la fois électronique et à la fois optique, qui plaît énormément. Mais on inaugure un nouveau type de capteur qui va être propre effectivement à Fujifilm. Et puis, ce que j'aime dire aussi, c'est qu'à cette époque-là, on ne cherche pas à utiliser les objectifs qu'on avait dans les années 70, 80, 90. On va créer une gamme d'objectifs nouvelle, adaptée au capteur APS-C, X-Trans, adaptée aussi à l'autofocus. Donc on retrouve des objectifs qui sont toujours utilisables aujourd'hui et qui vont largement participer à, je dirais, à la légende Fuji, parce qu'aujourd'hui on a des utilisateurs qui continuent d'acheter un 35 mm ouverture 1.4, qui fait partie de l'histoire de Fuji à mon avis, et qui fonctionne toujours aussi bien, et qui a plu il y a une grosse dizaine d'années, qui fonctionne toujours aussi bien sur les boîtiers de la gamme actuelle. Alors, tu as dit quelque chose de très très important, nouvelle génération de capteurs. Ouais. C'est l'arrivée donc du X-Trans. Exactement. Alors, on va rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, la plupart des appareils photo travaillent avec ce qu'on appelle la matrice de Bayer. Matrice de Bayer, on imagine un carré coupé en 4, avec 2 photosites qui reçoivent du vert, un du rouge et un du bleu. Et avec tout ça, mis l'un à côté de l'autre, on obtient une colorimétrie qui est celle qu'on utilise habituellement. Chez Fujifilm, vous avez choisi de légèrement modifier la position de ces photosites pour obtenir un meilleur résultat et notamment essayer d'empêcher ce que l'on a très souvent, ce que l'on avait très souvent, le moirage. Qui est une particularité quand on a par exemple une chemise à carreaux où on va avoir un effet un petit peu... C'est ça en fait, c'est des artefacts d'interprétation. C'est ça. Et plus on a, en fait, comme on a une matrice qui est très régulière, si on a un motif qui est régulier, on va avoir de l'interférence d'onde, simplement, et de l'interférence de signal, et ça va générer de l'artefact. L'intérêt de la matrice X-Trans, c'est que du coup, en modifiant l'agencement des pixels rouge, vert et bleu, on n'a plus cette régularité, on n'a plus ce pattern hyper régulier, et du coup, on n'a aucune raison d'avoir des artefacts. Et en fait, la façon dont on supprime les artefacts sur un capteur classique Bayer, c'est en mettant un filtre passe-bas. Voilà. Qui va écréter, qui va couper ça. Mais qui a un inconvénient. Plus on met de filtre, moins on a de lumière. Voilà, exactement. Plus on récupère de la sensibilité. Donc vous avez été les premiers à comprendre ça, en tout cas à l'appliquer. Et c'est donc ce fameux X-Trans qui vous suit depuis toujours. Exactement. Qui continue d'évoluer. Et qui continue même d'évoluer, puisque l'année d'après, 2 ans plus tard, après l'arrivée du X Pro 1, on arrive sur le XT1. Qui lui continue donc avec ce fameux capteur X-Trans, mais avec d'autres caractéristiques par rapport au X Pro 1.
Qu'est-ce qui a évolué sur cet appareil, le XT1, qui est aujourd'hui Beaucoup de choses. à la version 5? Tout à Si fait. pas de bêtises. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, entre le X Pro 1 et le XT1, le X Pro 1 avait un capteur qui avait un rendu d'image qui était fou pour cette époque, pour cette typologie de capteur, c'était assez unique. Mais c'est un capteur qui était lent. Parce que comme c'était une nouvelle technologie d'encodage très compliquée à dématricer, très compliqué d'analyser rapidement le capteur, on est encore sur un premier capteur à détection de contraste uniquement partout. Le XT1, avec l'arrivée du X-Trans 2, ramène la détection de phase, pas encore sur tout le capteur à l'époque, mais commence à approcher en fait l'objectif était de faire un boîtier qui allait être de plus en plus versatile, de plus en plus rapide, pour correspondre à un maximum de besoins photographiques. Le X Pro 1 était une révolution en termes de qualité d'image. Le XT1, c'est une première évolution en la série X de vitesse. Le X Pro 1, pour l'avoir beaucoup utilisé, c'était pas toujours évident. C'était pas un appareil sur lequel on pouvait C'était pas très fiable en termes d'autofocus. Dès qu'on était dans des conditions un petit peu compliquées, fallait l'oublier. Le XT1 ramène en fait cette vitesse au premier plan et nous permet en fait de se mettre à travailler, tout simplement, sans se poser aucune question. Un point sur le XT1, il inaugure aussi quelque chose qui n'a rien de technique, qui est l'esthétique. Le XT1 va proposer en fait un boîtier et une prise en main qui ressemble au réflexe qu'on a pu utiliser, alors pas toi, mais qu'on a pu utiliser il y a quelques années. Et je trouve le produit extrêmement logique dans son utilisation. Une particularité aussi chez Fujifilm, c'est qu'on a mis une bague de diaphragme sur nos objectifs. Une bague de diaphragme, une bague de vitesse, un sélecteur de sensibilité, un correcteur d'exposition. On a sous les yeux, sans allumer l'appareil, sans regarder dans les menus, on sait tout de suite, quand on va le mettre en marche, comment il va fonctionner. D'accord. Et ça, pour moi, c'est une vraie révolution. Alors, 2 ans plus tard, en 2016, on arrive à la deuxième génération X Pro et la deuxième génération XT, puisque c'est les Opus 2 qui sortent, avec de la vitesse un petit peu améliorée, c'est la résolution. En fait, ouais, on prend tout ce qui a fait la réussite du X Pro 1 et du XT1 et on met un coup d'incrémentation, c'est-à-dire qu'on améliore tout, du viseur à la vitesse, à la résolution, à la plage dynamique, tout avec une gamme optique qui commence à s'étoffer et qui commence à combler en fait tous les besoins des photographes. C'est à ce moment-là où Fuji peut dire OK. En fait, c'est à ce moment-là où on remarque que les utilisateurs hésitent de moins en moins à quitter le réflexe pour venir sur l'hybride. Pour des raisons de compacité, pour des raisons de performance, parce que le XT2 se positionne très très bien en fait, par exemple en termes de performance, que ce soit en basse luminosité, à haute vitesse, ça commence à très bien tourner. Et c'est un appareil qui a permis à beaucoup de faire la transition en fait. Et puis arrive, 1 an plus tard, un moment très 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 important, puisque c'est l'arrivée du moyen format chez Fujifilm. Avec notamment... c'est le retour en fait, parce qu'on en a fait à l'époque de l'argentique. Oui. C'est l'arrivée du moyen format numérique. Et c'est ce fameux GFX 50 S, ouais. Premier du nom. Premier du nom, qui va être donc avec une détection de contraste. Contraste au niveau de l'autofocus. Quand on arrive au niveau de l'autofocus. On a un form factor qui est proche du réflexe. On le voit à l'image ici et je crois qu'on en a... Ouais. J'en ai pas là-dessus. Non, on a une version... S'il le faut. C'est de l'autre côté. Après, il y a des éléments... Alors, il y a la série S et il y a la série R. Ouais. Alors, série R, on est plutôt proche du X Pro. Exactement. Plutôt typé rangefinder. Voilà. Donc, on revient... il va vraiment se rapprocher d'un X Pro sans viseur, sans double viseur, en revanche. Oui. Trop compliqué à insérer dans un GFX, ça serait trop lourd, trop volumineux. D'accord. Mais oui, non, après, du coup, ce qui nous permet en fait de reproposer ces deux gammes, autant sur moyen format que sur APS-C, oui. D'avoir ces deux ergonomies. Pour arriver aujourd'hui à l'Opus 2 de la version 50 millions de pixels, aujourd'hui, un 50S deuxième génération, ça coûte combien? Et là, je m'adresse à la partie commerciale. Je m'y attendais. De France. Aujourd'hui, on arrive à proposer un 50S2 boîtier ça vaut 3 500 €. Et avec une optique et les offres commerciales qu'il peut y avoir de temps en temps, on va être à moins de 4 000 € avec le zoom de base GF 3570. Avec un 3570. Voilà. Donc, ce qui permet d'accéder pour moins cher que certains pleins formats
a un niveau de qualité et un rendu d'image surtout qui est différent de tout le reste. La résolution, c'est pas tout, mais quand on a une résolution de 50 millions de pixels sur un capteur qui est 70% plus grand qu'un plein format, on va pas avoir la même profondeur de champ, on va pas avoir le même rendu de couleur, le même rendu de modelé. Et pour quelqu'un qui aime le paysage, la photo de monument, enfin, même la photo de rue, parce que franchement l'autofocus fonctionne, c'est un excellent moyen de faire des premiers pas dans le moyen format, et avec une ergonomie surtout, enfin moi c'est quelque chose que j'apprécie, une ergonomie très simple à utiliser. Quelqu'un qui a utilisé un X-T1 ou un X100 un jour dans sa vie ne sera pas dépaysé en utilisant un GFX 50S2 ou n'importe quel GFX d'ailleurs. Moyen format, on continue à évoluer pour arriver en 2019 avec la version 100 millions de pixels, puisque c'est l'arrivée du GFX 100. GFX 100, premier du nom. Qui est le premier moyen format à proposer du 100 millions de pixels pour un prix inférieur à 10 000 euros. En fait, voilà, à ce prix-là, c'est le premier. D'autre part, c'est le premier 100 millions de pixels stabilisé, et c'est le premier 100 millions de pixels à détection de phase. Voilà, c'est ça. En fait, il embarque quand même énormément de résolution, et moins de 10 000 euros, non, parce que si je dis pas de bêtises, il sort à 11 000. Ah oui, pardon. 11 000, ouais. Il sort à 11 000, mais c'est tellement une révolution technologique enfin, ça n'a jamais existé sur ce format de capteur. Ouais, et puis l'arrivée de la stabilisation. C'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir 50 millions ou 100 millions de pixels, mais la moindre vibration dégrade tellement l'image que si on n'est pas vraiment stable sur ses appuis, c'est pas évident. Bien sûr. La stabilisation révolutionne ça. L'arrivée de la détection de phase autorise en fait toute la pratique du reportage, du documentaire, de l'événementiel, n'importe quelle photo d'action, on peut commencer à se permettre d'en faire. C'est fou parce on a l'impression de se retrouver avec un plein format haut de gamme, mais qui fait tout en mieux. Ok, on n'est pas encore aussi rapide sur l'autofocus, mais la dynamique n'a rien à voir, la résolution est complètement folle. Utiliser des fichiers de 100 millions de pixels au départ, on ne sait pas trop quoi en faire. Oui. Ensuite, on découvre toutes les possibilités que ça offre en explorant un petit peu. Et c'était fabuleux de voir arriver ce GFX 100. Et puis en 2023 arrive la nouvelle version du GFX 100 Opus 2, le 100S, hein, c'est bien ça. 102. S102, ouais, on dit. Il n'y a pas de S, pas de S. Pardon, il n'y a pas de S, c'est moi qui me suis mélangé dans mes notes. Avec de la CF Express, avec énormément d'options. Alors là, je voudrais aborder un point important, c'est la vidéo. Puisqu'en fait, c'est un des capteurs les plus grands. On sait très bien que dans le cinéma, on travaille aujourd'hui avec de l'ARRI, avec du RED, avec de la Venice chez Sony. Et il y a des setups dans le cinéma où en fait en deuxième caméra ou troisième caméra, c'est du GFX qui est utilisé. Exactement, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le deuxième plus grand capteur disponible sur le marché en cinéma, après l'Alexa 65. Ça s'étalonne quasiment de la même façon. Donc en fait, le flux de travail des étalonneurs est assez simple. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve sur les setups en Alexa 65. Et puis le format de l'optique, voilà, le format, on peut travailler avec... En fait, c'est l'avantage, c'est qu'on peut se permettre d'avoir une seule location de set d'optique et de pouvoir les monter sur GFX. C'est ça. Parce que comme on a un capteur qui est immense, si on a eu des optiques pour Alexa 65, autant se servir de la plus grande plage sur les optiques. Et c'est un capteur qui permet d'exploiter tout ça. On peut se permettre de sélectionner, soit de filmer en grand format, donc sur un 44 par 33, soit de filmer en VistaVision, filmer en Super 35. En anamorphique. Exactement. Ça, c'est des modes qui sont proposés par le GFX. En fait, le GFX 102, on a pris tout ce qu'on faisait de mieux chez Fujifilm, tout ce qu'on savait faire de mieux, et on a tout mis dedans. Donc on se retrouve avec des specs vidéo qui sont proches d'un XH2S, qui est vraiment le fleuron de la gamme X en termes de technologie avec son capteur empilé. On prend le dernier processeur qui fait aussi bien tourner un X106 qu'aujourd'hui un GFX 102. On continue d'étoffer notre gamme optique. Ça a aussi été l'occasion, en sortant le GFX 102, sortir des optiques à bascule décentrement, qui étaient très attendues par les photographes en moyen format. Bien sûr, en architecture, par exemple. Ouais. Donc on a pris tout ce qu'on savait faire de mieux et on l'a mis dans cette génération en disant, voilà, c'est cadeau, maintenant vous avez un peu de temps devant vous pour... Oui, et on n'a pas parlé des codecs, mais il y a du ProRes. Oui, bien sûr. ProRes, sans limitation. Exactement. Donc, soit en ProRes RAW en externe, oui, mais sinon en 4.2 10 bits voilà, en ProRes HD en interne. Très bien. Je pense que c'est important, on ne se rend pas compte de la puissance et de l'histoire de Fuji. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les derniers, là, celui qui imprime tout seul. Tu nous en parles, Olivier? Alors, j'aime bien ça.
On l'a dit, Fujifilm, c'est de l'argentique. Et le descendant de l'argentique, c'est quoi? Avant, effectivement, c'était une pellicule 24-36, c'était un plan film, c'était un film 120. Depuis 1998, on a sorti, alors ce que beaucoup auraient envie d'appeler un Polaroid, mais qui s'appelle un Instax, et qui fait de la photo instantanée. C'est une technologie argentique, ça n'a pas changé, donc c'est toujours le même savoir-faire, si ce n'est que là, on va avoir un appareil. Alors celui-là est hybride, électronique et analogique, mais on est très connu pour notre gamme d'appareils analogiques qui sont de toutes les couleurs, très ronds, très beaux. Et on arrive aujourd'hui à avoir des produits qui sont très populaires, qui marchent très très bien. La gamme se renouvelle en permanence. On cherche aussi la qualité parce que beaucoup de photographes ont même une démarche artistique avec les Instax, parce qu'on a des gammes d'Instax où on peut vraiment contrôler son exposition, sous-exposer, mettre quelques effets si on le désire. Donc voilà. L'Instax, c'est le petit clin d'œil parce qu'on a tout ce savoir-faire technologique avec un GFX 102 qui est exceptionnel, mais on va aussi avoir des appareils très simples, très fun, qui permettent de sortir des photos très simplement. C'est quoi comme optique là-dessus? Enfin, c'est quelle focale? L'équivalent d'un 28 mm. L'équivalent d'un 28 mm, d'accord. Donc là, en l'occurrence, sur celui-là, on a un petit capteur qui fait un peu moins de 5 millions de pixels. Un appareil qui a une exposition automatique, qui joue sur la sensibilité, qui joue sur la vitesse. Donc c'est un vrai petit appareil photo. Il y a un port pour mettre une carte mémoire, il y a le petit écran pour faire le selfie. Donc c'est très fun. Et surtout, ce qu'on n'a pas vu, c'est vrai qu'on n'a pas préparé, mais on prend une photo, on appuie sur le bouton, et qu'est-ce qui se passe? La photo sur celui-là va sortir automatiquement, ce qui est le propre de tous les Instax. Lui peut garder la photo, on l'a en mémoire, on choisit de l'imprimer, de ne pas l'imprimer, de l'imprimer plusieurs fois. Moi, ce que j'aime dans l'Instax analogique, c'est le côté unique de la photo. Là, on peut la reproduire tant qu'on veut. Mais un Instax, à la base, c'est une photo qui va exister une seule fois. Et je trouve ça effectivement très intéressant. Et la démarche est... amusant. On met ces petites cartouches. On met les petits films. Il y a combien de photos 10 photos par cartouche. 10 photos par cartouche. Rappelle-nous le prix de cet appareil. Aujourd'hui, là, sur un Liplay, on est aux alentours de 150 €. 150 €. Voilà, mais on démarre aux alentours de 80 € avec le Mini 12. D'accord. Et on monte jusqu'à 200 € avec un Mini Evo ou un Mini 99. D'accord. Et le prix d'une cartouche? Alors, sur un bipack tel qu'il est présenté là, où on va avoir 20 photos, on est à 16,90 €. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs formats. Ouais. Il y a un format carré, il y a un format... Donc en 98, Fujifilm est arrivé avec le format mini, qui est un format carte de crédit. Quelques années plus tard, on est arrivé avec le format wide. Le format wide, c'est 2 photos mini l'une à côté de l'autre. Et à la fin des années 2010, on est arrivé avec le format square, qui, comme son nom l'indique, est un format carré. Voilà, donc on a 3 formats de photos. Dernier point, tu nous parles de ce petit jouet là qui est devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Steve Jobs aurait dit c'est une révolution. Alors, il s'appelle PAL. D'accord. C'est un Instax. C'est un appareil qui n'a pas de viseur, qui n'a pas d'écran, qui n'imprime pas les photos directement, mais qui fait exactement la même chose que le Liplay qu'on a là-bas. On a la même électronique. D'accord. Fujifilm s'est souvenu d'une époque où, quand on faisait une photo, on ne la voyait pas tout de suite. Quand on achetait un jetable, quand on faisait de l'argentique, il fallait attendre d'aller chez son photographe, de déposer son film ou son jetable, et on récupérait ses exemplaires de photos après. Là, c'est la même chose. Je vais avoir une mémoire interne, je vais m'amuser, je vais faire des photos, et puis ensuite, je vais le connecter à mon téléphone, et je vais faire remonter les photos, les regarder, et puis j'ai la surprise de découvrir les images à ce moment-là. Il parle, je crois. On peut lui demander de dire bonjour Alex au moment où il fait une photo. Très bien. Donc c'est rigolo, c'est fun. C'est surprenant et on n'est pas habitué à ça. C'est un passe-le-moi. Je t'en prie. C'est très rigolo. Et ils ont même mis on peut le mettre sur un pied. On peut faire plein de choses. Bon, en tout cas, c'est très impressionnant de vivre un petit peu cette aventure Fujifilm. On est vraiment ravis à Lovelight d'avoir pu vous recevoir pour passer en revue ces dizaines d'années d'expérience photographique. 90 ans. Hein, c'est l'anniversaire. Et c'est pas fini. Vraisemblablement. L'histoire continue parce que le 16 mai 2024, alors Fuji a l'habitude de faire des annonces plus de 2 fois par an minimum, et donc le 16 mai 2024, il y a le prochain X Summit qui aura lieu en Australie et qui sera sûrement l'occasion de l'annonce de nouveaux produits.
Ok, on n'en Voilà, dit pas plus. suspense. Non, non. Une sorte de keynote à la Apple Tout à fait, c'est exactement ça. photographie. Bon, et ben moi je vais en profiter d'avoir ce petit Instax juste à côté de moi. On se retrouve pour d'autres aventures, que ce soit sur Fujifilm et d'autres marques, vous le savez, sur Lovelight. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces si vous avez apprécié cette séquence, et puis surtout, mettez des commentaires. Nos amis de Fujifilm France parcourront les commentaires si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas, il y a plein de bienveillance, vous le savez. Et d'ici là, eh ben, je prends mon petit Instax à côté et je vous dis bisous.